10 secondes de différé pour les participants. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Cegidloop pour les nouveautés produits, le 23e épisode. C'est un épisode par mois, ça va bientôt faire 2 ans. Merci d'être présent. On est encore quelques-uns. On va attendre 2-3 minutes avant de démarrer avec les participants. Je vous demande de patienter un petit peu et on redémarre dans 2 minutes. Encore une petite minute. La jauge continue de monter. Ok, il est... Ah, allô, vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Christian, Cyril, Philippe, est-ce que on vous... t'entend, Reza. Parfait, super, ok. On t'entend. Anonyme, n'hésitez pas à mettre votre nom, comme ça je peux vous répondre. Ok, super. Donc on va démarrer. Aujourd'hui, on va parler, on est à la porte de la période fiscale, donc on va parler fiscalité. Mais avant ça, on va parler des nouveautés sur les 2 dernières livraisons qu'il y a eu sur Loop avec mon acolyte Cyril. Philippe, on a l'honneur d'avoir Philippe avec nous pour nous présenter la PF 2023 et l'impact sur l'application. Moi, je vais vous refaire un petit rappel de où on en est sur l'écosystème avec l'avancée des partenaires. Et puis Christian nous rejoindra en conclusion. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de poser des questions, j'y répondrai au fur et à mesure, Cyril, idem, et Philippe aussi. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Cyril, qui va nous présenter les nouveautés 452 à 450 à 452. Cyril, the floor is yours. Yes, bonjour tout le monde. Bon, je suis désolé pour la qualité de la caméra, je suis un peu sombre aujourd'hui. Donc sur les dernières nouveautés, alors sur la partie collecte, on a libéré alors qu'il y a un tout petit sujet qui s'appelle le copier-coller de l'adresse mail qui vous permet d'envoyer directement vos factures au robot, qui est un petit sujet en tant que développement, mais qui était quand même très réclamé par nos clients pour que ce soit plus simple, que vous puissiez transmettre plus facilement l'adresse mail de collecte du robot. Donc maintenant, quand vous allez dans l'interface au niveau de la configuration de PIA, si vous sélectionnez l'adresse mail dédiée au dépôt, elle est copiable par clic droit et collable, bien évidemment, pour la transmettre. Sur la partie comptabilisation, on a introduit juste les prémices d'une refonte de la présentation pour la création d'un compte bancaire. Aujourd'hui, quand vous créez un compte bancaire, il faut que vous alliez chaîner plusieurs étapes pour arriver au bout du processus pour que le compte soit conforme. C'est-à-dire, première étape, je crée mon compte bancaire. Deuxième étape, il faut que j'ai un 512 qui soit dédié à ce compte bancaire. Et troisième étape, il faut que ce 512, je l'ajoute à un journal de trésorerie dédié. Donc là, simplement, ce qu'on a mis dans l'interface, on a mis simplement des petits messages pour vous alerter sur le fait que quand vous créez le compte bancaire, il faut bien penser à aller configurer les paramètres nécessaires que je viens de vous citer. Pour l'instant, ce sont des petits messages informatifs et le but derrière tout ça, c'est d'ici quelques semaines qu'on puisse vous mettre à disposition la possibilité de chaîner les 3 étapes dont je viens de vous décrire à l'intérieur de la même interface. Là, c'est purement informatif à ce stade, les messages qu'on a.
Une seconde évolution, c'est alors on avait un espèce de petit fil rouge sur la montée en puissance de l'analytique sur CJ Loop. Sur les 4-5 dernières versions, on a fait pas mal d'avancements. Là, ce qu'on permet maintenant, c'est lorsque vous codifiez la création des axes analytiques, lorsque vous codifiez un axe analytique, dans Loop, vous ne pouviez pas créer un axe alphanumérique. Donc typiquement pour tous les gens qui étaient habitués à CJDexpert notamment, qui étaient habitués à une codification qui était A1 pour l'axe 1, A2 pour l'axe 2, A3 pour l'axe 3, c'est désormais possible dans la création de vos axes. Donc ça, c'est géré au niveau de l'interface comptable. Et dans la prochaine version, ce sera géré également sur la partie reprise de données de CJDexpert et Quadra. Donc vous pourrez récupérer la codification alphanumérique et continuer de paramétrer des codes alphanumériques dans l'application. Et ça, c'est d'ores et déjà actif. Sur la partie... Cyril, Pardon? Ouais. juste pour rappeler, j'en profite parce que je l'ai vu dans plusieurs cabinets, Ouais. la différence entre un axe et une section. Donc l'axe, c'est ventilé à 100%, les sections, c'est la décomposition de la ventilation. Donc l'axe, c'est l'axe d'analyse, en fait, géographique, etc. Oui, c'est vrai, tu fais bien rappeler. C'est vrai que parfois, il y a des confusions. On a Oui, sur le des vocabulaire. personnes sur le vocabulaire. Puis il y a des gens qui créent des sections et pensaient créer l'axe. Enfin bon, Oui, c'est ça, voilà. Donc, Ouais, c'est juste un petit rappel. Ok. Sur la partie gestion du cabinet, on a une nouvelle application partenaire qui est disponible à travers le LoopUp qui s'appelle Azopio. Voilà. Donc, si toutefois vous avez des clients entreprises qui utilisent cet outil pour les factures, vous pouvez le connecter directement à votre dossier de production. Et puis l'essentiel des travaux, là, c'était des travaux de fin d'année, début d'année. Donc, c'est vraiment la partie fiscale avec tous les nouveaux millésimes qui arrivent. Donc, on a eu le millésime 2023 pour la TVA. On a géré une particularité sur le nouveau mode qui est disponible, c'est ce qu'on appelle l'assujetti unique. Donc, juste pour être clair sur le sujet de l'assujetti unique, on ne gère pas la mer, c'est-à-dire qu'on ne gère pas la partie déclarative de la tête de groupe. Par contre, si vous avez une société dans Loop qui est membre d'un assujetti unique, donc considéré comme une fille, entre guillemets, là, vous avez une petite boîte à cocher maintenant dans le paramétrage qui vous permet de dire ce dossier est membre d'un assujetti unique. Donc, qu'est-ce que ça va faire derrière? C'est qu'on ne va pas télétransmettre la déclaration EDI, vu que c'est l'assujetti unique en tant que tel qui doit télétransmettre la déclaration. Donc, à ce stade, on n'a quasiment pas de dossier concerné par cette notion d'assujetti unique, mais ça risque peut-être d'évoluer sur l'année en cours et l'année suivante. Si toutefois vous aviez un besoin de gérer le périmètre global de l'assujetti unique, c'est-à-dire la déclaration du membre en tant que tel et de ses filiales, on a un outil qui est commercialisé par Cegid qui s'appelle Cegid Sax Ultimate, qui est auquel il est aujourd'hui possible de souscrire. La particularité, c'est que pour l'instant, si toutefois vous avez besoin de cet outil, c'est l'entreprise qui doit souscrire à cette formule et non pas le cabinet. Et ce qu'on est en train de préparer pour la sortie de la période fiscale, c'est de donner la possibilité au cabinet de pouvoir souscrire à cette offre si toutefois vous aviez des entreprises pour lesquelles vous deviez gérer l'ensemble du périmètre. Donc voilà, c'est une petite information, mais ce sera possible. Ensuite, il y a la mise à jour du millésime sur la TGAP. Donc pareil, peu de candidats à TGAP dans nos dossiers, mais on l'a mis à disposition. Et sur la partie campagne EDI TDFC, vous avez un nouveau taux réduit d'IS à 15% qui est introduit sur cette périodicité de 2023. Mais si toutefois vous vouliez faire des déclarations anticipées avant la date de l'ouverture du millésime sur le millésime 2022, via un petit paramétrage, on vous donne la possibilité de bénéficier de ce taux à 15% sur votre millésime passé.
Et puis, dernier sujet, c'est autour de l'annexe comptable. On avait un tableau qui décrivait les engagements de Credibuy dans notre annexe, mais qui n'avait pas tous les automatismes pleins pour l'alimenter. Donc maintenant, à travers de l'application, lorsque vous créez vos fiches de Credibuy et que vous allez faire dans vos données complémentaires la partie remplissage des comptes annuels, vous allez retrouver un tableau qui reprend l'exactitude de la ventilation attendue au travers de l'annexe. Donc là, on vous permet de ventiler l'ensemble du périmètre automatiquement pour bénéficier d'automatisme et afin de perdre le moins de temps possible à l'établissement de votre annexe de fin d'année. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les dernières mises à jour. Donc c'était assez riche fiscalement hein, sur cette début d'année en fait. Hein. De partie fonctionnelle, on va vous la livrer juste après, là, lorsqu'on a libéré l'APF, vous aurez de plus en plus de nouveautés fonctionnelles qui vont arriver. Voilà Reda ce que je pouvais dire. Top, merci, merci Cyril pour ce rappel sur les nouveautés. Donc 2 versions, pas mal de choses. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à tout le monde de le copier-coller sur l'adresse mail de Collecte Euro. Ouais, c'est une petite chose, mais qui remporte du succès apparemment. Donc Exactement. profitons-en. Attendu depuis un moment, donc c'est une bonne nouvelle. On va sans tarder passer à Philippe qui va nous parler de qu'est-ce qui se passe dans le millésime 2023. Philippe, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour, je vais partager mon écran. Ah, ok, vas-y, je t'en prie. Tu peux y aller. Vous voyez mon écran? Parfait. Oui. Bien, on va travailler sur sur la pré-fiche version. Quand je dis pré-fiche version, c'est que bon, il peut encore y avoir des cahiers des charges des TDFC qui vont arriver. Donc, en tout cas, bon, ce qu'on sait et ce qu'on est sûr, c'est que la campagne TDFC 2023 va commencer le 3 avril 2023, fermera le 23 mars 2024. Bon, là, jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est exactement la même chose que d'habitude. La date limite pour les exercices au 31-12, c'est toujours le 3 mai 2023, plus les 15 jours calendaires, ça nous amène au 18 mai 2023. Jusque-là, il n'y a rien d'imprévisible. Donc, la gestion des millésimes 2022 et 2023 sur Loop, bon, c'est comme les années précédentes. C'est à partir de la livraison de TDFC 2023, vous allez avoir une question sur les dossiers au 31-12-2022. Est-ce que vous voulez basculer sur le millésime 2023? Si vous répondez oui à ce message, vous allez pouvoir superviser le dossier, mais le fichier EDI, lui, il ne sera pas envoyé avant le 3 avril 2023. Si vous répondez non, vous allez rester en millésime 2022, et puis vous pourrez envoyer le millésime 2022 jusqu'au 25 mars 2023. À partir du 25 mars 2023, automatiquement, vous aurez plus la question. Le dossier sera automatiquement basculé en TDFC 2023. Voilà, ça c'est le petit rappel de la gestion des millésimes sur Loop. Au point de vue nouveauté fiscale 2023, il n'y a pas grand-chose hein, cette année. Il y a donc en LIAS, il y a la 2033, il y a un poste subvention d'investissement qui a été rajouté sur le bilan passif. C'est simplement une présentation. Comme l'a dit Cyril tout à l'heure, avec la loi de finances, avec la nouvelle loi de finances, il y a le plafond du taux réduit qui est passé de 38 120 à 42 500. Et ça, c'est à partir de l'exercice clos 31-12-2022. Donc, pour anticiper donc sur le millésime 2022, à l'heure actuelle, vous avez sur un dossier qui clôture au 31 décembre 2022,
le plafond à 42 500. À part ça, donc dans la 2031 et dans la 2065 a été rajouté un cadre contribution temporaire de solidarité. C'est la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% qui concerne peu de monde, puisque c'est dans le secteur de l'extraction, de l'exploitation minière, du raffinage de pétrole ou de la fabrication de produits de coquerie. Donc ça va pas concerner beaucoup de dossiers. Dans la 2039, le report en arrière des déficits. Bien sûr, et comme chaque année, il y a une modification des en-têtes de colonne pour faire correspondre aux différents taux de l'IS. Les crédits d'impôt ou réduction d'impôt. Donc il y a 3 crédits d'impôt qui ont été supprimés. Il y a le REB, donc le crédit d'impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire. Le BLC, donc ça c'était pour les abandons de loyers pour les bailleurs de locaux commerciaux. Donc ça c'était plutôt pour la période Covid où les bailleurs pouvaient abandonner des loyers et bénéficier d'un crédit d'impôt. Et puis le CAC, le crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, enfin bref. Et il y a eu 3 crédits d'impôt qui ont été rajoutés. Il y a le COM, donc réduction d'impôt collectivité outre-mer, CRC, le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, et EOM, le crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales. Alors, petite précision sur le REB, le crédit pour la rénovation énergétique des bâtiments. Ce crédit d'impôt, en fait, il va disparaître du millésime 2023 pour réapparaître sur le millésime 2024. Parce qu'il y avait la loi de finances pour 2021 avait institué un crédit d'impôt pour les dépenses entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Voilà. Et puis, la loi de finances pour 2023 a rétabli cet impôt, mais pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Donc, il y a un trou en 2022. Voilà. Bon, je pense que c'est un petit oubli du législateur. Après, dans les annexes fiscales, il y a dans la 2467 et la 2468 la détermination du résultat net de cession ou de concession de brevets imposables au taux réduit. Ils ont supprimé le cadre 2 concernant le détail des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI. Pas grand-chose. Une nouvelle annexe. La création du formulaire état de suivi des amortissements régulièrement comptabilisés et dont la déduction est écartée. Donc, ce n'est pas une règle qui est nouvelle, puisque l'article 39C, ça date de janvier 2015 déjà. Mais par contre, là, cette année, ils ont rajouté un formulaire de suivi de ces amortissements régulièrement comptabilisés et déductions écartées. Donc, je vous rappelle, 39C, c'est pour les locations de biens, enfin d'immeubles plutôt. Crédit d'impôt recherche. Alors, crédit d'impôt recherche, ce formulaire, le 2069A, et puis son annexe 2069A1 et A2, a été remanié, mais c'est surtout et principalement pour rajouter la notion de CRC, donc le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Donc ça, c'est l'article 69 du 30 décembre 2021. Donc un cadre en plus, et puis différentes lignes qui ont été modifiées, etc. Il n'y a pas une grosse modification, si ce n'est que ce crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative,
a complètement chamboulé le formulaire. Au point de vue société civile immobilière, bien sûr, de toute façon, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le crédit d'impôt pour abandon de loyer qui avait été supprimé sur le BIC. Et donc, dans la 2072 SA2, la quote-part du montant des loyers abandonnés a été supprimée sur le millésime 2023. C'était le petit cadre F, quote-part du montant des loyers abandonnés. Et dernière modification, dans les tableaux OGA, le OGA BIC 03, BA 03 et OG BNC 05 qui faisait un contrôle de TVA collecté, lui, il a été remanié puisque depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible dès l'encaissement d'acompte pour les livraisons de biens. Donc, le cadre avance client qui existait avant dans TVA sur encaissement a été mis un peu plus en avant et non pas dans uniquement 6 TVA sur encaissement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer comme différence. Donc, je vous rappelle que la campagne anticipée, vous pouvez le faire et sans aucun problème, si ce n'est toutes les différences de millésimes. C'est-à-dire que si vous avez une contribution temporaire de solidarité au 33%, si vous avez des reports en arrière de déficit, si vous avez les nouveaux crédits d'impôt, si vous avez des amortissements régulièrement comptabilisés dont la déduction est écartée, si vous avez du crédit d'impôt recherche, il vaut mieux attendre à ce moment-là le millésime 2023 pour envoyer la liasse fiscale. Mais sinon, il n'y a aucun souci à faire des campagnes anticipées avec le millésime 2022 sur un exercice au 31 décembre 2022. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je te rends la main, Breda. Oui, merci Philippe. Juste, je vais repartager mon écran rapidement pour que vous puissiez revoir un peu en résumé ce que Philippe nous a dit. Hop. Voilà. Donc, comme l'a dit Philippe, effectivement, on peut, à part les deux dernières choses qu'il a dit, on peut effectivement télédéclarer sur le millésime précédent. Il y a des questions quand même, Philippe et Cyril, qui ont été mises. Est-ce que, justement, est-ce que si l'alias est préparé ce jour avec la mise à jour, les données seront conservées ou il faudra refaire l'alias fiscal plus tard? Ça sera conservé. Ça sera conservé, on est d'accord. Ouais, ce serait rude, hein, franchement, de ne pas les garder. Est-ce qu'il y a des nouveaux utilisateurs Loop? Bienvenue dans l'aventure. Comment ils peuvent anticiper le taux réduit à 15%? C'est déjà livré. C'est-à-dire que sur un bilan 31 décembre 2022, on aura déjà le plafond à 42 500. Parfait. Voilà. Donc, même le millésime 2022 embarque les 42 500, le plafond des 42 500. Super, merci. Merci Cyril. Il y a une autre question, mais plutôt sur le niveau des annexes EDI, sur le détail des charges constatées d'avance. Il n'y a pas de reprise lorsqu'on utilise l'outil de cutoff. Ouais, c'est en cours, ça. Ça sera sur la prochaine version. Parfait. Donc anonyme. Donc voilà, ça a été développé, et c'est en test pour l'instant. Très bien. Merci Philippe. Voilà, ça c'était les questions qui ont été posées. Bon, c'était posé par des anonymes, mais c'est pas grave, hein. S'il y a quelques-uns, il y a juste Sandy qui a mis son prénom, mais les autres sont anonymes, et bienvenue aux anonymes et aux nouveaux utilisateurs. Donc voilà, donc sur l'écran là, vous voyez un peu en résumé
ce que nous a expliqué Philippe. Vous aurez, de toute façon, vous aurez le PPT pour que vous puissiez avoir cette vue-là. Et de toute façon, lorsque le millésime sera livré, encore une fois, il y aura des infos au niveau du site d'aide sur ces différentes nouveautés. Merci encore une fois, Philippe. Et j'en profite pour remercier Philippe parce que c'est sa dernière participation, peut-être sa dernière période fiscale avec nous. Et il va vers un horizon, un autre horizon qui est la retraite. Donc bravo Philippe et merci pour tout ce que tu as fait sur l'aventure Loop. Et voilà, merci encore une fois pour toute cette partie, cet apport fiscal que tu as fait sur cette application. Et bonne suite et bonne retraite à toi, Philippe. Merci, Adam. Moi, je vais vous parler donc de l'écosystème parce que ça bouge un petit peu. Il y a nos partenaires qui bougent. Je vais faire juste un état des lieux. On a rajouté au niveau des bêta-tests Bright Analytics qui sort sur ce premier trimestre. Azopio, comme l'a dit Cyril, est déjà dispo en prod sur votre interface du Loop Hub si vous souhaitez l'ajouter sur quelques dossiers. Azopio, un outil de collecte. Que ce soit de la collecte de pièces en application, etc., qui permet de faciliter, si jamais vos clients l'ont, ça permet de faciliter la collecte. Derrière, ça alimente tout simplement le robot pour qu'on puisse imputer les bons comptes sur les pièces et générer les bonnes écritures. Conto également, alors il n'est pas encore complètement en prod, il y a quelques derniers allers-retours, notamment sur la gestion de l'authentification de Conto. Dans les prochains, enfin même pas de la semaine prochaine, normalement, ils vont pouvoir régler ça et l'intégrer dans le Loop Hub. Conto, bien évidemment, c'est pour la partie collecte des pièces et non pas la partie collecte des flux bancaires, puisque la partie collecte des flux bancaires se fait directement sur les dossiers dans lesquels vous avez activé la DSP2. C'est à ce niveau-là que ça se fait. Donc, Conto ici, la prochaine fois, on vous fera la présentation complète de l'usage. J'ai des pièces jointes au flux dans Conto, ou Conto aussi a un outil de mini-facturation sur Conto, mini-facturation de vente. On récupère ces flux-là, ces documents-là, pardon, qui passent par le robot et qui génèrent les écritures côté Loop. Également, en bêta-test, on a un Geneo et Masphere C#, et en cours toujours de développement, prévu entre Q2 et fin Q1, mais c'est toujours en développement. Il y a pas mal d'allers-retours, notamment sur les autres que vous voyez à l'écran, RCA, My Company File, etc. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit point sur l'écosystème. J'avais envie aussi on a pas mal de questions sur la réforme 2024. La réforme 2024 va changer beaucoup de choses dans les habitudes de travail, une collecte beaucoup plus automatisée des flux de factures, une obligation de reporting un peu différente, avec des dates différentes, un calendrier différent. Et beaucoup d'entre vous, quand je les ai au téléphone ou par mail, me posent la question, mais comment Loop à quelle sauce va être mangé les utilisateurs Loop avec cette réforme-là. Et du coup, j'ai le plaisir d'avoir Christian Taltas qui va nous parler de cette réforme et comment dans les outils de Cegid, en fait, ça va impacter votre quotidien. Christian, est-ce que tu es avec nous? Oui. Oui, tout à fait. Super, merci Christian. Et puis, tu es à l'écran pour nous parler de ce point d'étape de la réforme 2024. Bonjour à tous, merci de votre présence. Reda, merci de me donner l'occasion de dévoiler un petit peu les projets de Cegid. Alors, je ne vais pas pouvoir tout dévoiler. On est sur un énorme projet, on est en pleine construction. Et en fait, notre objectif, c'est de lancer tout ça au congrès des experts comptables.
Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que les quelques cabinets avec lesquels j'ai échangé, la conclusion qu'ils ont eue, c'est qu'ils étaient contents d'être passés sur Loop, parce qu'ils voyaient bien que c'était la solution la plus fluide qui leur permettrait d'aborder ce changement. Donc c'est un changement assez considérable. Pourquoi? Parce que les flux digitaux vont être exhaustifs. Il y aura très peu d'éléments annexes qui vont être... Alors, il y en a qui vont penser que 2024-2026, ça va pas, tout va pas se passer d'un coup, je suis d'accord. Mais en tout cas, j'ai des cabinets aussi qui se projettent de pousser leurs clients à mettre en œuvre tout de suite le système pour avoir le plus de captation de pièces en automatique. Donc, on parle de la captation de pièces. Il faut aussi parler de la rigueur qui va être mise dans les déclarations de TVA. Et ça, on recommuniquera là-dessus auprès de vous. Il est clair que cette réforme, l'État la voit comme un moyen d'appliquer les règles en fait existantes, je dirais sans dérogation, mais avec leur complexité. Donc, je ne suis pas sûr que les clients arrivent à comprendre toutes les subtilités des déclarations de TVA quand on applique toutes les règles et quand on s'assure de la conformité des déclarations. En tout cas, donc, gros projet chez Cégide. Une solution qui va être déployée tout d'abord sur Loop. Donc, comme je vous disais, ça sera au moment du congrès. C'est un assemblage des technologies dont on dispose. En fait, notre avance sur la robotisation nous permet de mettre en avant et d'imaginer pas mal de workflows assez intéressants. Donc, vous allez avoir un outil qui va vous permettre de travailler avec vos clients. Vous allez avoir un outil qui va permettre aux collaborateurs de faire certaines tâches à la place du client. Vous allez avoir des outils de vérification. Bien entendu, ça sera de la compta en temps réel. Cyril vous présentera également au congrès des nouveaux outils de révision qui tiennent compte de ce temps réel. Donc, c'est tout un programme, hein. Je pense que vous le sentez. Ce qui est bien, c'est que, en fait, Loop, on avait déjà prévu dès 2012 des structures techniques pour accueillir ce genre de réforme, puisque on imaginait que l'accélération de la digitalisation allait arriver. Donc, on a construit le produit fort de l'expérience précédente d'Ibiza qu'on a eu justement avec Philippe. On a revu un petit peu la copie. Donc, on est très bien équipé sur la base de Loop. Notre objectif, c'est d'offrir un outil qui soit simple, extrêmement simple de compréhension et d'adoption pour vos clients TPE, qui s'adresse à toutes les TPE, quelle que soit leur taille, et quelle que soit leur configuration. Donc ça veut dire qu'elles soient équipées d'un outil de facturation ou pas, qu'elles soient équipées d'Excel ou qu'elles aient au contraire un ERP, qu'elles aient des caisses. Tout cet environnement a été pris en compte. Donc en fait, on va vous proposer réellement un circuit, un workflow qui va vous permettre d'assurer l'exhaustivité pour vos clients. Voilà, donc je résumerai Reda en disant il faut attendre un peu, il faut être patient, on va commencer à dévoiler petit à petit les choses, mais le grand lancement, ça sera au congrès. Ok, merci Christian. Donc rendez-vous au congrès. Bon, qui dit facture électronique, il y a pas mal d'échanges, hein. Il y a des partenaires, il y a des concurrents, il y a d'autres plateformes Quelle est notre position aujourd'hui? On avait une position où on était concentrateur, j'étais concentrateur. Aujourd'hui, on tend vers quoi aujourd'hui? Alors, au départ, notre objectif, c'était que nos applications puissent absorber l'ensemble des solutions, donc PDP, c'est la plateforme de dématérialisation partenaire, ou le PPF, qui est le portail de l'État. On a eu la bonne surprise lors de nos acquisitions. Cégide fait beaucoup d'acquisitions, hein, je crois qu'il y en a plus de 20 l'an dernier, d'acquérir donc des leaders en Espagne et au Portugal qui avaient vécu la réforme, et donc ils nous ont ramené, on va dire dans le panier de la mariée, une PDP. Et du coup, on a décidé de se lancer parce que comme elle était prête, il fallait la localiser pour une version française, mais elle existait déjà. Donc le pari nous semblait du coup raisonnable. Et l'avantage, c'est que ça va nous permettre d'assurer la qualité des flux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
vos clients pourront passer par la PDP-Cegid, pas de problème, et ça sera totalement intégré à nos solutions, et ça sera un point de collecte important, ou vos clients pourront passer par des PDP partenaires avec lesquels on est en train de travailler. Donc vous ne serez pas obligé de passer par la PDP-Cegid, c'est juste que on garantira, contrairement à ce qu'on peut faire avec le PPF ou avec un PDP partenaire, l'exhaustivité des flux. Il y a certains partenaires, et ça par contre malheureusement je ne peux pas encore vous en dire plus, qui permettront de faire également une collecte exhaustive des flux. Donc quand je parle des flux, c'est e-reporting, e-invoicing en fait. Hein. Mais on n'est pas encore certain, donc je ne peux pas communiquer. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il y a une PDP-Cegid, elle est déjà existante en Espagne et au Portugal, on est en train de la franciser, donc on sera en temps et en heure pour la livrer. Elle a déjà plusieurs années d'existence, donc ça c'est plutôt rassurant. Ce n'est pas un élément de passage obligatoire. On travaille avec d'autres partenaires pour vous laisser le choix de, de l'organisation que vous souhaitez mettre en place avec vos clients. Et puis il y a des clients qui vous imposeront des PDP, donc c'est normal qu'on en offre toutes les façons de se connecter, et y compris avec la plateforme de l'État. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Reda, à ta question? Oui, très bien. Donc, tu as utilisé quand même pas mal de termes, un peu pas du jargon classique dans un cabinet. E-reporting, e-invoicing, PDP, il y a des délais qui vont changer, il y a des nouvelles activités qui vont apparaître, en fait, comme le reporting, à des dates différentes. Donc, non, c'était juste pour résumer un peu comme quoi c'est pas. Il ne faut pas se réveiller le 1er juillet 2024, il faut être sensible à ce changement et se mettre en route sur ça. Moi, juste pour rappeler, on va pouvoir, dans les prochains jours, pouvoir vous mettre à dispo de la documentation sur tous ces changements-là que vous allez voir en fait apparaître petit à petit par rapport aux obligations et notamment dans les applications comment ça va se traduire et ça va être plutôt de manière plus concrète au congrès avec tout le projet dont a parlé Christian à l'instant. Il y aura des bêta-testeurs à partir de septembre. Alors, je ne sais pas comment on en prendra encore. On ouvrira tout le monde en janvier. Par contre, ça ne marchera que dans un écosystème Cegid en janvier. Et en juillet, comme l'État ouvrira le PPF, à ce moment-là, ça marchera avec l'ensemble des acteurs et des solutions. D'accord. Juste pour je me mets à la place d'un utilisateur. Demain, mon client, il vient dans le cabinet, il me dit j'ai entendu parler de la réforme, de la facture électronique. Qu'est-ce que je prends comme outil? Qu'est-ce que je prends comme plateforme? Qu'est-ce que je fais, etc., etc. Pas comment je peux répondre, mais est-ce que je peux être confiant? Est-ce que dans Cegid-Loop, on va être ready pour capter les flux des différentes plateformes ou différents choix que mon client va prendre? On sera plus que prêt, en fait, puisque ce que je disais, c'est l'architecture de Loop qui est particulière, c'est particulièrement bien traité, l'automatisation. Pour illustrer un peu mon propos et être un peu pragmatique, c'est quand vous faites une situation, quand vous faites une déclaration, c'est pas parce que le robot continue à comptabiliser des flux en temps réel que ça perturbe vos déclarations, que ça fait bouger vos résultats, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est un point important qui va se produire. Puisque votre client, il va avoir une information en temps réel sur laquelle il va s'appuyer, et pour autant, vous êtes en train de travailler éventuellement sur le passé pour finaliser les déclarations. Et donc la compta devient le centre d'information et de prise de décision de l'entreprise. Donc ça, c'est important. On en reparlera. Mais donc, mon client, je le rassure parce que je sais qu'il peut soit adopter la PDP-Cegid, c'est certitude d'obtenir toute l'information dont j'ai besoin pour faire ses déclarations de TVA et lui poursuivre ses obligations et en même temps pouvoir faciliter son quotidien, parce que ça veut dire qu'il pourra payer directement ses factures à partir de l'application, ça veut dire qu'il pourra émettre des factures, ça voudra dire aussi qu'il pourra suivre ses soldes, ses intégrations à la banque, le lettrage va remonter, etc. Donc il y a vraiment un workflow complet. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le client. Et vous pouvez également l'assurer qu'il aura un produit donc,
qui aura au minimum ces fonctions-là, voire plus loin, c'est-à-dire donc vous pouvez lui assurer que vous êtes capable de lui proposer un produit qui leur permettra de répondre à la réforme, quelle que soit sa configuration. C'est-à-dire qu'il souhaite changer d'outil, admettons qu'il soit équipé d'un outil concurrent, d'un ERP qui génère ses factures, bah, soit l'outil va envoyer ses factures à travers la PDP, donc il pourra brancher éventuellement la PDP Cegid, soit sinon, en fait, l'outil pourra se brancher sur nos API également, pour qu'on concentre. Après, il y a d'autres dégradations d'usage s'il est branché dans aucune des deux autres solutions, mais ça, on verra plus tard et on aura plus d'éléments pour vous. Mais dans tous les cas, vous pouvez lui proposer une solution, quelle que soit sa configuration, avec Loop, et vous serez les cabinets les plus à même d'absorber ces changements, ces pratiques, cette exigence, comme tu dis, Reda, dans les rythmes. C'est-à-dire que ça veut dire au minimum tous les mois, en fait, une déclaration, des faits qui sont verrouillés. Donc c'est une re-réglementation de la façon dont on fait le métier, en fait. Exact. J'aime bien le mot réglementation parce que c'est la réglementation, c'est juste que là, elle est appliquée et sans laisser aller par l'administration, parce qu'il y aura beaucoup plus de contrôle. Et qui dit contrôle des flux, bah, en fait, la réglementation sera juste appliquée à la virgule près. Merci Christian pour cet Je vous en prie. éclaircissement. On n'a pas eu de questions plus que ça. Il y a juste Elsa qui demande, je pense que c'est plus une question pour Cyril, c'est quand est-ce que le tableau de bord de la TVA sera disponible? Il est disponible, donc il faut juste. On l'a pas activé à tous les cabinets parce que vous allez rentrer en pleine PF et on voulait pas perturber avec ce type de livrable. On l'a déjà activé à certains cabinets qui le souhaitaient, donc si Elsa souhaite en bénéficier, enfin si son cabinet souhaite en bénéficier, il faut se rapprocher de votre CSM pour qu'on puisse faire l'activation. Il faut simplement que vous ayez à l'esprit que ce dashboard va s'activer sur tous les dossiers du cabinet. On ne peut pas sélectionner que quelques dossiers. Donc l'ensemble des collaborateurs sur tous les dossiers en bénéficieront. Donc c'est d'ores et déjà possible, Elsa. Parfait, merci Cyril. Donc oui, Elsa, n'hésitez pas à contacter votre CSM ou contacter même le support directement si vous souhaitez activer le tableau de bord. Ça remontera et puis on vous l'activera. Mais comme le dit, ouais, effectivement, Cyril, c'est tout ou rien. C'est tous les dossiers ou rien. Voilà, on arrive au bout de notre présentation. Petit rappel, donc n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines web formations gratuites faites par Franck et Victor. Je n'ai plus la date, mais sur ce lien-là, vous pouvez les retrouver. Donc, c'est 2 heures de formation à votre disposition par nos consultants experts. Et moi, je vous dis au mois prochain avec d'autres invités, puis des avancements sur l'application. On parlera peut-être encore une fois de fiscalité, on verra. Mais voilà, moi, je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous les intervenants, Cyril, Christian, Philippe. Et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.